Je vais en profiter pour dire un mot. Bonjour à tous, merci Monsieur Chenet de vous prêter à l'exercice et de venir nous donner quelques informations sur votre vision et votre analyse du secteur financier. Je rappelle que vous êtes franco-suisse, vous vivez en Suisse, donc vous nous parlerez aussi un petit peu de la démocratie en Suisse également, ça nous intéresse autour des sujets du RIC. Cette présentation aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'une série de conférences que l'on aimerait mener pour donner un peu plus d'informations et se saisir de sujets qui nous intéressent. Donc l'économie, la finance en fait partie. Je vous laisse la parole et je vous laisse nous présenter tous les sujets qui vont nous intéresser fortement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci pour votre invitation. Avant d'en venir aux solutions éventuelles, à la microtaxe, au RIC, permettez-moi d'essayer de faire un bilan de la situation actuelle. La société actuelle souffre de maux, est malade. Quelles sont ces maladies? Quels sont les problèmes? Tout d'abord, la pauvreté touche de plus en plus de monde, de plus en plus de personnes. Un individu qui perçoit aujourd'hui 1100 € par mois n'est pas considéré comme étant pauvre. Or, il l'est dans les faits. Une famille, les parents, 2 enfants, qui perçoit 2200 € par mois n'est pas considéré comme étant pauvre. Or, elle l'est. Donc la lutte contre la pauvreté est en fait une lutte statistique. Second point, le système fiscal est archaïque. Il date d'au moins 100 ans. Il est lourd, il est pesant. Les classes moyennes et pauvres en pâtissent directement. Et il permet l'évasion fiscale à grande échelle. Tertio, le changement climatique est un fait. Y remédier est une urgence. Et comment se fait-il, excusez-moi, que les pauvres voient les taxes sur les carburants augmenter alors que les grandes entreprises sont largement exonérées de la fiscalité carbone? Comment se fait-il qu'environ seulement 20% du produit de cette taxe soit affecté vraiment à la lutte contre le réchauffement climatique? Le pouvoir lâche du lest, mais ne répond pas aux questions fondamentales. Autre point, en ce qui concerne le climat, les grandes banques au niveau international et en France en particulier ont des portefeuilles d'investissement qui correspondent à un réchauffement climatique de 4 à 5 degrés à la fin du siècle. Donc la France, comme d'autres pays, ratifie de beaux accords. Ce qui serait mieux, ça serait de vérifier que les émissions de CO2 diminuent effectivement. Enfin, en ce qui concerne le dernier point, la finance casino est montée en puissance et de par ses lobbies, de par ses groupes de pression, elle impose ses intérêts à l'ensemble de la population. Et ça, c'est un véritable problème auquel nous sommes confrontés. Permettez-moi peut-être de commenter quelques statistiques internationales. Ici, vous pouvez voir, peut-être, j'espère que vous arrivez à voir ce graphique. Vous avez 3 courbes. Celle en rouge correspond au PIB mondial, environ 80 000 milliards de dollars. Celle juste au-dessus en bleu correspond à l'ensemble des dettes publiques et privées, environ 3 fois plus que le PIB mondial, et ces dettes augmentent plus vite. Enfin, la troisième courbe, qui est plus élevée, environ 750 000 milliards de dollars. Cette courbe correspond aux produits complexes, aux produits dérivés, produits structurés que génère la finance casino. Complètement démesuré par rapport aux besoins de l'économie. Les dettes devraient être bien plus faibles et ces produits bien plus limités. Ils génèrent un risque systémique pour l'ensemble de la population. Un autre graphique peut-être, si vous me donnez une seconde, la répartition des richesses au niveau, la répartition des revenus au niveau mondial, ce graphique. Voilà ce à quoi on devrait s'attendre.
ce à quoi on pourrait s'attendre, précisément. Nous sommes à peu près 7,5 milliards d'individus sur la planète Terre, et on pourrait s'attendre à une courbe de ce type. Je peux me lever pour commenter un instant. Donc là, peut-être les individus les plus pauvres, et puis ici les plus riches, peut-être, on pourrait imaginer avec un maximum de 10 millions d'euros, par exemple, par an. Voilà, on pourrait éventuellement s'imaginer quelque chose de ce type. Qu'en est-il au niveau mondial? C'est le graphique suivant qui est là. Distribution observée des revenus. Qu'observe-t-on? Rien du tout. Malheureusement, je n'ai pas fait d'erreur. C'est que à la place d'avoir une somme pour les plus riches de l'ordre de 10 millions de dollars, j'ai 3 à 4 milliards de dollars. Je ne parle pas de la fortune, je parle de revenus. Donc là, on a une partie à droite de la population, environ 0,1% de la population, qui accumule des fortunes considérables. Et là, vous avez 99,9% de la population qui est invisible par rapport à ce 0,1%. Et ça, c'est un véritable problème, pas seulement au niveau économique, mais au niveau politique, pour la démocratie aussi, parce que ceux qui effectivement perçoivent de tels montants chaque année sont en situation d'acheter des médias comme nous en croissant. Il y a beaucoup moins de diversité en termes de médias aujourd'hui qu'il y a un siècle, par exemple. 70% de la population actuellement survit avec moins de 10 dollars par jour. Et vous avez donc 0,1% de la population avec des montants astronomiques. Que fait-on de 4 milliards par an? Que fait-on de 4 milliards par an? Qu'est-ce qu'on fait avec ces sommes gigantesques? C'est une sorte de boulimie, une maladie. Donc ça, c'est un des effets de la finance casino. Et puis les effets plus subtils en termes de mentalité, il y a eu des scandales, comme vous le savez, associés à un certain nombre de grandes banques, et la police a saisi des courriels. Alors, je vous montre simplement une image, la pauvreté. Aussi, donc la pauvreté devient invisible, voilà, une image aux États-Unis. Voilà, les individus sont invisibles. La pauvreté côtoie la richesse, en quelque sorte, l'empathie disparaît. Et au bout du compte, 99,9% de la population devient invisible par rapport aux 0,1% restants, qui activent ces lobbies. Alors je faisais allusion à des courriels. Permettez-moi de mentionner quelques traders. Bon, là, un trader qui a travaillé pour la Société Générale et qui avait été accusé à l'époque d'être responsable d'une perte de 4,9 milliards d'euros. Et donc la police a saisi certains de ces courriels, j'en cite un. Donc voilà ce qu'il a écrit, ce monsieur. Dans une salle de marché, le modus operandi idéal tient en une phrase: savoir prendre le maximum de risques pour faire gagner à la banque le maximum d'argent. Au nom d'une telle règle, les principes les plus élémentaires de prudence ne pèsent pas lourd. Au sein de la grande orgie bancaire, les traders ont donc juste droit à la même considération que n'importe quelle prostituée de base. La reconnaissance rapide que la recette du jour a été bonne. Je cite un autre exemple. Un trader qui a travaillé pour Goldman Sachs aux États-Unis. La police aux États-Unis aussi a saisi ses courriels. Goldman Sachs a été confronté à un procès à l'époque, puisque cette banque donc aurait profité de ses clients en leur vendant des produits douteux. Donc voilà ce qu'a écrit cette personne. De plus en plus d'effets de levier dans le système. L'édifice donne de plus en plus d'effets de levier, ça veut dire de plus en plus de dettes, pour être clair. Je vous rappelle, 3 fois le PIB mondial, au moins. L'édifice tout entier peut s'effondrer à chaque instant. Quand je pense que c'est un peu moi qui ai participé à la création de ce produit, le genre de truc que tu inventes en te disant « et si on crée un machin qui ne sert absolument à rien, qui est complètement conceptuel et hautement théorique, et que personne ne sait pricer, donc personne ne sait donner un prix à ce produit. Ça fait mal au cœur de voir que ça implose en plein vol. » C'est un peu comme Frankenstein qui se retourne contre son inventeur.
Autre exemple, ancien trader à New York, écrit donc des articles dans le Wall Street Journal. Et voilà ce qu'il mentionnait dans son article, dans un de ses articles. Durant ma dernière année à Wall Street, mon bonus était de 3,6 millions de dollars. Et j'étais furieux, car ce n'était pas assez. J'avais 30 ans, pas d'enfants, pas de dettes à rembourser, pas d'objectif philanthropique à l'esprit. Je voulais plus d'argent pour exactement le même motif qu'un alcoolique a besoin d'un autre verre. J'étais intoxiqué. Non seulement je n'aidais pas à trouver des solutions aux problèmes du monde, mais j'en profitais. Donc je résume. Le premier se compare à une prostituée, le second à Frankenstein, et le troisième dit qu'il est drogué à l'argent. Là, on est confronté à un véritable problème, et ce problème génère une distribution des revenus et finalement des richesses, comme on l'a vu tout à l'heure. 99,9% de la population est invisible par rapport à 0,1. Et là, vous avez des lobbies très puissants qui s'activent. Et c'est là où la situation est paradoxale, puisque ces lobbies ne représentent que 0,1% de la population, mais une puissance financière qui leur permet finalement d'imposer leur politique. Sur cette base, peut-être que je vais vous montrer un dernier graphique tout de même, avant d'en venir aux mesures éventuelles. Voilà un graphique. Ici, vous avez en Europe, mais c'est la même chose aux États-Unis. En bleu, les cours des actions les plus importantes en Europe, en bleu, donc au-dessus. Et en rouge, en dessous, les bénéfices des mêmes entreprises. Alors, les étudiants en économie ou en finance apprennent une chose au début de leurs études, c'est que les cours des entreprises devraient refléter les bénéfices de ces mêmes entreprises, à moyen ou long terme. Donc on devrait s'attendre à une convergence, et au lieu de cela, on observe une divergence, qui illustre justement la disconnexion entre l'économie et la finance. Donc vous avez des cours qui montent, et puis des gains qui restent stables. Donc sur cette base, il y a des mesures à prendre. Et j'aimerais en venir aux mesures, si vous me le permettez. Alors, il y a des solutions, elles sont simples, mais elles ne sont pas considérées jusqu'à présent, parce qu'encore une fois, des lobbies sont à l'œuvre. J'aimerais faire allusion à la microtaxe. Alors, de quoi s'agit-il? Au jour d'aujourd'hui, depuis 20 ou 30 ans, on a des transactions électroniques qui correspondent à, je prends l'exemple de la Suisse, puisque là j'ai eu accès aux données avec quelques collègues, qui correspondent à peu près à 160 fois, 200 fois le PIB local. C'est énorme. Mettre en place un système de taxes, ne serait-ce que de 0,1% sur toutes ces transactions, permettrait en Suisse d'abolir la TVA et d'autres impôts. Ça serait simple à mettre en place. Donc, techniquement, ça serait très simple. Délicat sous l'angle politique, puisque là, des lobbies, bien sûr, sera à l'œuvre. On en a parlé pour s'attaquer à cette idée. Mais simple, ça soulagerait la plupart des familles, la plupart des foyers, et la plupart des entreprises aussi. Si la TVA disparaît, par exemple, la bureaucratie liée à cet impôt disparaîtra en même temps. 0,1%, si on prend l'exemple de la France, entre 0,1 et 0,2% d'impôt, ça devrait permettre de générer, vu l'état actuel des transactions en France, alors je suis prudent puisque, encore une fois, je n'ai pas accès à toutes les données en Suisse, en France je veux dire. Mais si je prends un rapport non pas de 160 fois, 200 fois le PIB, comme c'est le cas en Suisse, encore une fois les transactions électroniques correspondent en Suisse à 160 fois ou 200 fois le PIB. Si je prends un rapport de 100 fois le PIB pour cette transaction, on arriverait à peu près avec 0,1, 0,2% à générer 200 milliards d'euros. Énorme. Ça permettrait d'évacuer la TVA. Après ça, on va dire oui, on a... après ça, j'ai mentionné précédemment, on est confronté au réchauffement climatique. Bon, alors on passe de 0,1, 0,2% à 0,3, 0,4%. Génère à nouveau au moins 200 milliards de plus. Ça permet de mettre en place des mesures intelligentes pour lutter contre le réchauffement climatique.
développer des transports alternatifs, transports propres, avec des énergies propres. On veut rembourser une partie de la dette, on passe à 0,5%, etc., etc. Mesure simple techniquement. Encore une fois, l'impôt baisserait, la bureaucratie qui va avec baisserait. A priori, une mesure qui devrait contenter 99% de la population, confronté là à des groupes de pression qui font en sorte qu'on n'en parle même pas, on n'en débat pas, on n'en parle même pas. Qui confondent cette taxe, d'ailleurs, certains confondent cette taxe avec la taxe Tobin. C'est différent pour deux raisons. Première raison, il ne s'agit pas d'ajouter un autre impôt, on en subit déjà assez comme cela, mais donc au contraire de réduire, voire faire disparaître de nombreux impôts. Secondo, il ne s'agit pas de taxer seulement les transactions financières, donc les achats d'actions, d'obligations, de devises, non, toutes les transactions électroniques. Vous allez au restaurant, chez le coiffeur, vous allez au distributeur automatique, vous retirez 100 €, vous payez 10 centimes d'impôt. Terminé, c'est automatique. Pas de déclaration d'impôt, c'est automatique. Voilà, donc très différent de la taxe Tobin pour ces deux raisons. Non, je reviens aux questions peut-être. J'ai plusieurs questions qui m'arrivent. Je vous écoute. Pour énumérer en termes de chiffres, par exemple sur la Suisse, combien rapporte la TVA annuellement, quantitativement parlant? Environ 22 milliards de francs suisses. Donc votre mesure serait beaucoup plus efficace en termes... Oui, alors on veut faire disparaître, on s'attaque à deux impôts en priorité en Suisse. Donc d'abord la TVA et après ça l'impôt direct. TVA encore une fois 22 milliards de francs, l'impôt direct 21 milliards de francs, les deux 43 milliards. 0,1% en Suisse rapporterait 100 milliards. Donc on aurait déjà une certaine marge de manœuvre. On aurait besoin d'une marge de manœuvre, pourquoi? Parce qu'il est possible que les transactions électroniques baissent, et c'est ce qu'on souhaite aussi. 160 fois, 200 fois, 100 fois le PIB, c'est démesuré. Ça génère des risques pour l'ensemble de l'économie. Donc si ces transactions baissent, supposons qu'elles baissent de 50%, eh bien, au lieu de travailler avec 0,1, on travaille avec 0,2%, par exemple, éventuellement. On a beaucoup de marge de manœuvre. Donc du coup, une autre question encore. Pour ce qui est des entreprises, sur le cas français en particulier, par exemple, la suppression de la TVA pourrait permettre d'améliorer la compétitivité par un allègement fiscal qui serait quand même assez fort. Et comment? Ça, c'est un aspect. Un autre aspect, c'est faire disparaître la bureaucratie, encore une fois. Un autre aspect pour le tourisme permettrait de faire baisser les prix. Beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages. C'est le pouvoir d'achat direct. Directement. Et ça peut être mis en place. Il faut une volonté politique. Ça peut être mis en place très rapidement, si on le souhaite. Mais c'est ça, c'est la volonté politique qui manque. Au niveau technique, ça serait simple. J'ai une petite question également. Créer une taxe supplémentaire éveille beaucoup c'est une mécanique que l'on connaît de par nos politiques, hein, créer une taxe supplémentaire. En quoi cette mesure est plus juste? Et je pense notamment, aujourd'hui, est-ce que la finance contribue ou est-ce que la finance est taxée aujourd'hui dans son mécanisme? Est-ce que cette mesure-là permettrait de rétablir cet équilibre et cette justice? Alors la finance, permettez-moi d'apporter une réponse différenciée. Moi, je vais me centrer sur les grandes banques, celles qui sont dites too big to fail. Vous avez une trentaine de grandes banques au niveau mondial qui sont persuadées qu'elles ne tomberont jamais en faillite. Surprenant, ça n'a jamais existé, donc c'est un phénomène nouveau, depuis 20-30 ans. Donc à partir du moment où elles sont supposées ne jamais, à partir du moment où elles pensent ne jamais tomber en faillite, elles sont incitées à prendre des risques aux dépens de la société, donc en particulier aux dépens du contribuable. Si ça tourne bien, elles vont privatiser les profits. Si ça tourne mal, elles vont socialiser les pertes. Voilà, donc est-ce qu'elles sont taxées suffisamment? Non, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'elles profitent du contribuable. Elles reçoivent bien, les grandes banques, elles reçoivent bien plus qu'elles ne donnent. Pour les banques plus petites, c'est différent, bien sûr, le système. Donc, il faudrait mettre à contribution. Elles bénéficient de rentes et d'avantages en tout genre, puisqu'elles sont too big to fail. Donc, un exemple, elles bénéficient d'une garantie aux frais du contribuable. Elles ne payent pas cette garantie, c'est le contribuable qui la paye en quelque sorte, sans qu'on lui ait demandé son avis au niveau international. Personne ne nous a demandé si on était d'accord de renflouer les grandes banques en cas de problème. Personne. Ça devrait être le cas dans le cadre d'une démocratie.
on parlait de suppression de TVA, suppression d'impôt direct. Il y a une question qui concerne l'impôt direct étant l'impôt sur le revenu. Je fais allusion à l'impôt direct, oui, en Suisse. Merci de cette précision. Oui. D'autres questions peut-être? Tu as des questions sur... Alors, il y a des questions qui arrivent. Effectivement, on a un tout petit peu de latence, donc oui, les questions vont être posées. Vous parliez de cette projection, en tout cas ce modèle projeté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous portez en Suisse cette initiative qui va être... vous avez une démocratie en Suisse qui intègre non pas le référendum d'initiative citoyenne, mais le référendum d'initiative populaire, je crois. Donc c'est à travers ce mécanisme que vous portez aujourd'hui ce projet au niveau national? Exactement. Donc, dans le cadre de cette démocratie directe, les citoyens ont l'autorisation de lancer des initiatives, des projets. Donc nous allons pouvoir bientôt commencer, j'imagine au printemps 2019. Nous aurons 18 mois pour recueillir 100 000 signatures. Donc si 100 000 citoyens sont d'accord avec ce projet et signent le document, le gouvernement en Suisse va devoir lancer ce qui s'appelle une votation ou un référendum après un certain temps. Dans ce cas-là, toute la Suisse, toute la population pourra donner son point de vue et s'exprimer. Donc ça va lancer un grand débat intéressant. Tout d'abord, est-ce qu'on a besoin d'autant de transactions? Ça, c'est la première question. Si vous voulez, le contribuable, en dernière instance, assume les risques liés à ces grandes banques. La moindre des choses, à partir du moment où il assume ces risques, c'est qu'il connaît ces risques. Or, on ne les connaît pas, ces risques. On ne les connaît pas vraiment. Et la plupart des responsables politiques soit ne les connaît pas, ces risques, soit ne veut pas les connaître. Donc il faut qu'on mette en lumière ces risques. Quels sont-ils? 100 fois le PIB, 200 fois le PIB? Où en sommes-nous précisément? Et après cela, on commence à discuter. Est-ce que l'économie a besoin d'autant de transactions? Est-ce qu'il ne serait pas raisonnable justement de les faire diminuer par l'intermédiaire d'une taxe aussi faible soit-elle? Une question également qui nous remonte concernant question sur les revenus de base et revenus universels. Pensez-vous que le revenu universel soit une solution à la crise que connaît aujourd'hui la France? Et est-ce que la taxe que vous proposez pourrait être une taxe sur les flux financiers qui pourrait également venir consolider ces revenus? Certainement. Au jour d'aujourd'hui, on parle beaucoup de digitalisation. Donc on est confronté de plus en plus à des machines supposées être intelligentes qui vont prendre la place de l'homme. Dans une société bien organisée, cela devrait générer du temps libre pour la population. Dans une société mal organisée, eh bien, cela produit du sous-emploi ou du chômage. Et malheureusement, on est confronté à cela. La société est mal organisée et donc on est confronté à un sous-emploi, une précarisation de l'emploi. Face à cela, pour répondre plus directement à votre question, oui, certainement. Essayons d'introduire, on pourrait passer encore une fois à introduire 0,1% de plus, et cela pourrait générer un montant qui permettrait de financer un revenu de base. Alors éventuellement conditionnel, ça pourrait être un travail d'utilité publique, une demi-journée par semaine, une journée par semaine qui permettrait d'activer ce revenu. Aujourd'hui, de plus en plus, lorsqu'on fait les courses, on a affaire à des caisses automatiques. Bientôt, on aura affaire à des taxis sans chauffeur, etc., etc. Une démocratie ne peut pas fonctionner avec un taux de chômage trop élevé ou avec un sous-emploi énorme. Donc il faudra trouver des solutions et la microtaxe en est une. Merci. Monsieur, vous avez une question, je crois. Oui, alors j'avais plusieurs questions, mais certaines ont été posées, donc vous y avez répondu. Cette idée de taxe sur les transactions électroniques me paraît excellente, effectivement, parce qu'on parle des caisses automatiques, etc., mais ça viendrait quoi? Il y aurait peut-être comme aboutissement déjà de réemployer des caissières ou des caissiers à ces caisses si on évitait les transactions électroniques, puisque les gens se diraient on ne va pas payer en plus une taxe sur notre transaction alors qu'on fait des courses et qu'on peut payer en espèces. Donc ça c'est une idée une réflexion qui me revient après votre développement là, sur les emplois qui disparaissent. Donc ça serait aussi bénéfique pour l'emploi finalement. Après, j'avais une question sur votre tableau.
Lequel? Celui-là? Oui, celui-là. D'accord. C'est que je voudrais mieux comprendre. Il y a le cours des actions et le bénéfice des entreprises. Alors, c'est vrai que comme ça, il n'y a rien de mieux qu'un graphique pour faire comprendre les choses, mais je voudrais savoir quelle est la base 100, parce que ce sont des bases différentes qui sont prises pour le cours des actions et le bénéfice. On prend une base 100 pour avoir une base commune en 2012 ici. Juste pour illustrer le problème. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est juste pour pouvoir comparer. Et le problème est le suivant, encore une fois. On devrait s'attendre à ce que les bénéfices des entreprises, à ce que les cours des actions des grandes entreprises correspondent à un moment ou à un autre aux bénéfices. Donc ça ne veut pas dire que les courbes devraient être exactement les mêmes, mais à un moment la courbe du haut, la bleue, devrait converger vers la rouge. Non, elle est haute déjà, la bleue. Oui. Elle est haute, mais elle devrait à un moment ou à un autre converger vers la rouge qui est plus basse. Ou la rouge devrait monter, enfin elle devrait se retrouver, se recouper. Oui. Et au lieu de se recouper, elle diverge parce que cela illustre donc justement la divergence entre le monde de la finance et le monde de l'économie. C'est-à-dire que le monde de la finance fonctionne sur lui-même. Cette divergence est due à la politique des banques centrales au niveau mondial qui injectent des montants énormes dans le secteur financier dans l'espoir que ces montants se réinvestiront dans l'économie. Seulement une petite part se réinvestit dans l'économie et le reste stagne dans le cadre de la finance casino. D'accord. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'on voit avec ce graphique, quels que soient les paramètres dans les équations, qu'il y a une création monétaire qui fait qu'il y a de l'argent qui va un peu partout, mais sans attache au réel, et qu'on peut voir son bénéfice baisser et sa cote d'actions monter. Voilà, alors il faut comprendre sur cette base que les rémunérations des directeurs des grandes entreprises sont souvent reliées au cours boursier. Donc ils sont incités à mettre en place, et surtout aux États-Unis, à mettre en place des politiques dites de rachat de leurs propres actions. C'est pratique, donc l'entreprise rachète ses propres actions, ça fait monter les cours, ça génère une divergence encore plus grande entre l'économie et la finance, et puis au bout du compte, les cours montent, donc le salaire monte, et puis après ça, ils partent, après 2 ou 3 ans, ils vont ailleurs, avec des bonus extrêmement élevés. Donc la finance est de plus en plus éloignée de l'économie et de la société. Voilà. Et donc votre idée qui diffère, vous l'avez bien dit, de la taxe Tobin, mais qui est encore plus large en tout cas, et qui ne ferait pas beaucoup de mal à ces grandes entreprises finalement. Pourquoi n'est-elle pas mise en place? La question est facile, mais on pourrait se dire, tiens, l'idée est excellente, ça peut être mis tout de suite en place comme ça, et c'est pas 10 centimes de moins pour une transaction de 100 € qui vont leur faire mal à ces banques qui gouvernent le monde. Donc attention, il faut bien comprendre que ces banques dites too big to fail, je fais allusion à ces 30 banques, qui sont persuadées qu'elles ne tomberont jamais en faillite, qui contredit d'ailleurs la logique de l'économie depuis un ou deux siècles. Oui, elles font ce qu'on appelle les transactions à haute fréquence, c'est-à-dire à la micro ou à la milliseconde. Ah, oui. Donc 0,1% ce n'est rien pour vous et moi, et pour la plupart des entreprises ce n'est rien effectivement pour chacune des transactions. Pour une institution financière qui procède à des transactions à la micro, à la milliseconde, 0,1% après quelques minutes, ça commence à être sérieux. Ah oui, voilà, oui. Mais ça aussi, ça illustre les pratiques douteuses de la finance casino. Parce que l'économie ne fonctionne pas à la micro ou à la milliseconde. Il s'agit de jours, de semaines, de mois, d'années, mais pas de millisecondes. Donc c'est une sorte de finance casino où les paris ont pris la place, tendent à prendre la place de l'investissement. Donc on parie sur le défaut, la faillite de telle ou telle autre entreprise ou autre banque. Et puis si ça tourne mal, encore une fois, le contribuable sera là pour payer la facture. Donc c'est un système qui dérape complètement. C'est-à-dire que ce sont des institutions, je fais allusion aux grandes banques, qui se drapent dans les habits du libéralisme, mais qui en contredisent chaque jour sa pratique. Un principe de base, c'est que dans le cadre de l'économie telle qu'on l'a connue jusqu'à présent, c'est que ceux qui prennent des risques les assument. C'est très simple. Voilà. Pas besoin d'un doctorat en économie pour comprendre cela. Aujourd'hui, non, ça ne fonctionne pas. Ce principe ne fonctionne pas pour 30 banques au niveau mondial. Ils prennent des risques et nous les assumons. Alors, il y a un véritable problème. Nous les citoyens. Nous les citoyens, ouais. Les au niveau mondial. Les États. J'aurais une dernière remarque à ce stade-là. Au début des revendications des Gilets jaunes, on ne parlait pas beaucoup de l'ISF. Bon,
ça a été une revendication qui a été rajoutée, l'ISF, en tout cas sur l'impôt sur les grandes fortunes de l'actionnariat des entreprises, pas de l'immobilier, puisque ça existe toujours, mais quand on voit que l'ISF peut rapporter, je ne sais plus, 4 milliards, et la différence entre ce que pourrait apporter une taxe sur les transactions électroniques, l'ISF nous paraît du pipi pour chat. C'est quelque chose qui est mis en avant par certains partis. Patientez Nadia, on va vous répondre. Mais qui en fait n'aurait qu'un effet, à mon avis, négatif, c'est de faire fuir ceux qui ont un peu d'argent ailleurs, puisqu'ils ont de l'argent, donc par définition, ils ne sont pas attachés à un piquet en France. Et donc ça me semble une mauvaise idée, mais votre idée me semble en revanche beaucoup plus efficace et en tout cas révolutionnaire dans le bon sens des choses, dans le bon sens du mot. Voilà. Oui, merci. Moi j'ai une petite question, juste pour rappeler les chiffres. En France, les recettes de l'année dernière de l'État, budget 2018, étaient de 242 milliards, 9. La dépense de l'année était de 329 milliards pour l'année 2018. Donc on a un déficit de un peu moins de 80 milliards à peu près. Si on prend le PIB de la France actuelle, il est de 2163 milliards. Donc avec une taxe à 0,1%, on générerait 213 milliards de revenus. On est bien d'accord avec ce raisonnement-là. Voilà. Donc, et si on passait effectivement cette taxe à 0,2%, ce serait donc 430 milliards de recettes pour l'État français. Oui, alors encore une fois, il faut être prudent parce qu'on ne connaît pas tous les chiffres en France. C'est-à-dire on ne connaît pas encore le volume des transactions. Mais c'est pour ça que j'ai pris les chiffres de la Suisse. Ces transactions électroniques représentent 160 fois à 200 fois le PIB, comme je l'ai mentionné précédemment. Soyons prudents en France. Partons avec un rapport de 100 fois le PIB. Et avec 100 fois, on arrive au chiffre que vous venez de mentionner. Alors bien sûr, après ça, on peut nous dire, oui, alors, les transactions vont diminuer, certaines transactions, ok, alors, au lieu de travailler avec 0,1, on travaille avec 0,2%, mais ça reste toujours bien plus faible que la TVA. Donc si la TVA disparaît, on peut se permettre, et de loin. Et effectivement, toutes les autres mesures restent. L'évasion fiscale sont aussi des mesures à mener en France, on le sait, puisque... Oui, mais alors là, je vous laisse terminer. Il y a effectivement encore des gains à avoir au-delà de cette taxe. Attention, donc, l'évasion fiscale, on la comprend effectivement s'il s'agit d'échapper à des impôts élevés. Prenons la TVA, par exemple. Vous échappez à un taux normal dit de 20%, alors à ce moment-là, il y a des incitations pour un certain nombre d'acteurs économiques d'échapper à un tel taux. Mais qui va vouloir échapper à 0,1, 0,2%? J'habite en Suisse, est-ce que je vais aller chez le coiffeur en France parce qu'il va avoir un tarif de 0,1% moins élevé? Ridicule. Qui va vouloir éventuellement échapper? Bon, certaines banques qui font du trading, des grandes banques qui font du trading à haute fréquence. Pour le reste, vouloir échapper à 0,1, 0,2, 0,3%, 0,4%, oui, alors que la pénalité risque d'être bien plus élevée. C'en est ridicule. Ridicule, quel sens cela aurait, vous comprenez? Quelle est comment est accueilli votre projet en Suisse? Il commence à être débattu, donc c'est intéressant. Donc, même au niveau des politiques? Oui, oui. Bon, c'est un projet qui n'est pas lié à un parti politique. Donc c'est un projet qui est mené par 5 citoyens, on est 5. Nous on parle avec tout le monde, mais on n'appartient à aucun parti politique. Donc moi j'ai remarqué que c'est un projet qui ne laisse pas indifférent. Donc vous avez des gens qui sont très intéressés et d'autres qui sont très allergiques. On discute. Vous avez pu l'exposer déjà avec le gouvernement en place ou l'État? J'ai été invité à le présenter, effectivement. Je l'ai fait. Et il y a eu des questions. Vous avez été invité? Vous pouvez nous dire? J'ai été invité. Effectivement, il y a une commission des finances au sein du Parlement. Bon, je n'ai pas fait de démarche, ils m'ont invité. Bon, c'est une démocratie directe qui fonctionne. Donc, je compare ma situation à celle de certains collègues qui cherchent à avoir des contacts à Paris. Je n'ai fait aucune démarche, j'ai été invité. J'ai exposé le projet. Il y avait des représentants de chacun des partis. Et encore une fois, j'ai pu observer que dans chacun de ces partis, il y avait soit un intérêt, soit une allergie. Et puis on a discuté. Et donc j'ai pu indiquer qui était impliqué quand nous pensions lancer le projet. J'ai pu fournir un certain nombre de chiffres. Et ça en a surpris un certain nombre, justement.
tant au niveau politique qu'au niveau des journalistes, parce que ce volume de transactions n'est pas diffusé dans les médias. Encore une fois, il est essentiel de le connaître, puisque nous assumons les risques de la finance casino. Quels sont ces risques? Il est donc essentiel de le connaître tant en Suisse qu'en France et partout dans le monde. Donc ça, je lance un message aux journalistes qui sont susceptibles de nous écouter. Posez ces questions, creusez, contactez la Banque de France. Quels sont ces volumes en France? Comment se fait-il que nous n'en parlions pas? Je vous reporte plusieurs questions des quelques auditeurs. Donc on a mademoiselle Newman Nadia qui vous demande s'il est possible de trouver votre travail donc quelque part en consultation sur Internet avec des documents à l'appui. Est-ce qu'on peut trouver les sources de votre prospection et où? Oui, certainement, sur mon site. Sur votre site qui est? Donc marcchenet.com. Marcchenet.com. Mon nom. Ok. Sans point, directement, un seul mot, marcchenet.com. On mettra les liens de toute façon, oui. et ils sont déjà en place. Et puis bon, vous trouverez d'autres sites. Oui, le journal Le Temps en Suisse a été très actif, comparé aux journaux français, une grande différence, sauf dans le Sud-Ouest, où ils ont accueilli cette idée avec intérêt. Il y a eu un article qui est passé dans le Sud-Ouest. Sud-Ouest, la Dépêche du Midi, mais pour le reste, rien. Silence radio, rien. Est-ce que les gens on peut inviter les personnes à débattre pas avec vous par mail? Est-ce qu'ils peuvent poser des questions? On répond à mes courriels, on peut mettre en place une plateforme, on peut discuter. Vous pouvez nous communiquer un email pour les gens qui écoutent? J'ai mon email qui est facile à trouver. Ouais, mais bien sur sûr, votre site? Oui, on peut rester en contact. Ok. Certainement, on peut utiliser Skype éventuellement, à voir, tout est possible. Alors, juste un petit mot là-dessus, effectivement, je dois dire que je vous ai contacté personnellement, Monsieur Chenet, parce que je vous ai entendu dans les médias suisses. Et j'ai trouvé votre idée lumineuse. Je vous ai contacté par LinkedIn. Très facilement, vous m'avez répondu. Et nous avons échangé, en fait, au départ, en vous disant, est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe du mouvement Gilets jaunes? Et assez spontanément, vous vous êtes déclaré comme un sympathisant de ce mouvement, parce que vous trouviez effectivement qu'il reflétait quelque part tout ce que vous portez aujourd'hui en termes d'injustice financière et sociale. Donc le lien est établi, c'est vrai, et on vous en remercie, parce que c'est très important qu'on puisse avoir accès à des visions extérieures et de s'écarter un petit peu aujourd'hui de cette masse d'informations qu'on nous presse. Et donc on gardera le lien et l'échange avec vous, et vous nous avez dit qu'effectivement on pouvait continuer cet échange avec vous pour continuer à enrichir ce dialogue-là. Donc on retrouvera tous les contacts et tout ce qu'il faut à travers la page de la France en jaune, également à travers la coordination nationale des régions du mouvement des Gilets jaunes. Très bien. Alors il y a d'autres questions également. Il y a une question qui remonte ici. Donc vous parlez effectivement des banques. Vous ne parlez pas des banques centrales comme la Fed aux États-Unis ou encore la Banque centrale européenne en Allemagne. De leur influence qui n'est pas du tout du libre-échangiste, mais de régulationnisme vis-à-vis de la monnaie et des taux d'intérêt qui changent vis-à-vis des gens qui la dirigent. Et aussi de l'impression de la monnaie qui détruit la valeur monétaire et qui, in fine, crée de la dette. De la même manière que les subventions trop élevées pour la France qui résultent de trop de taxes. Donc, oui, excusez, c'est bon? Merci. Non, si j'ai parlé des banques centrales, juste précisément au niveau de ce graphique, il y a 5 ou 10 minutes, j'ai donné une explication face à cette divergence entre finalement les cours des actions en bleu, en haut, et les bénéfices de ces mêmes entreprises, ces grandes entreprises en Europe, en bas, en rouge. À quoi est due cette divergence? Précisément aux interventions des banques centrales. Encore une fois, elles injectent, ces banques centrales, des montants énormes sur les marchés financiers, dans le secteur financier, dans l'espoir que les grandes banques, les banques systémiques, ces 30 banques au niveau mondial, financent l'économie. Ce n'est qu'un espoir, dans le sens où seulement une petite partie de ces montants finalement intègre l'économie, le reste stagne dans le cadre de la finance casino, et cela explique donc cette divergence entre les cours des actions et les bénéfices de ces mêmes entreprises. Alors, en ce qui concerne la dette, une autre partie de la question, le système actuel au niveau international est basé sur un paradigme. Il faudrait générer la croissance pour espérer rembourser une partie des dettes. Il faudrait s'endetter pour essayer de générer de la croissance. Au bout du compte, ça ne fonctionne pas. Le système est dans une impasse. Et que font la plupart, pas tous, il ne faut pas généraliser, mais la plupart des responsables politiques, au lieu d'essayer de changer de direction, de faire demi-tour, de chercher d'autres paradigmes, d'autres manières de fonctionner, ils accélèrent, ils insistent. Non,
Il faut réfléchir différemment. Le système est vraiment coincé actuellement au niveau international. Donc j'ai proposé une des solutions, il y en a d'autres bien sûr, mais il faut être capable de réfléchir différemment au jour d'aujourd'hui, parce qu'on va être confronté à des problèmes qui vont devenir de plus en plus aigus, finance casino, réchauffement climatique, pollution à grande échelle. C'est notre responsabilité aujourd'hui, notre responsabilité de citoyens, de trouver des solutions pour nous et pour les générations à venir. J'ai une question qui nous est remontée également. Est-ce qu'aujourd'hui, face à vos propositions et cette démarche, est-ce qu'il existe déjà une pression des lobbying contre vous ou contre ces idées? Pas pour le moment, puisque cette idée n'est quasiment Ils ne se sentent pas menacés? Non, pas pour le moment, effectivement. Cette idée, encore une fois, n'est quasiment pas apparue en France, sauf dans le sud-ouest. Mais aucun journaliste, sinon, n'a repris cette idée, rien. En Suisse, si, parce que la démocratie directe fonctionne finalement assez bien. Et donc ça a été repris par un certain nombre de journalistes. Mais comme le processus donc de référendum ou de votation n'a pas encore commencé, les débats n'ont pas encore été générés à grande échelle. Et ça va commencer, ça va venir. L'échéance, vous aviez dit? On devrait commencer la récolte des signatures courant avril ou au printemps 2019, on va dire. On aura 18 mois, encore une fois, pour recueillir 110 signatures. Je vous pose une question qui vient d'apparaître. Deux questions même. Est-ce que vous avez entendu donc parler de M. Étienne Chouard et de sa démarche concernant le référendum d'initiative citoyenne? Et si c'est le cas, quel est votre point de vue quant à cette démarche? Je pense qu'il faut intégrer cette initiative. Elle est essentielle. Comment peut-on parler de démocratie si cette dernière se limite à voter tous les 5 ans pour un président ou pour une présidente? Ça ne suffit pas. Je suis suisse et français, binational, je peux comparer les deux systèmes. Ensuite, je suis amené à voter quasiment tous les mois, en tout cas 10 fois par an. Sur des projets tant locaux, est-ce qu'on veut construire un stade, un opéra, ceci, cela, une ligne de tram, de chemin de fer, ou pour le pays. En France, personne ne nous a consultés, par exemple, depuis 40 à 50 ans, depuis le début, par exemple, de l'énergie nucléaire. Question essentielle. Pourquoi n'avons jamais... Pourquoi est-ce que la consultation n'a pas fonctionné? Il semblerait que ça soit un sujet tabou, de parler, par exemple, de le nucléaire. De même, encore une fois, pour les grandes banques. Sommes-nous d'accord, nous, citoyens, contribuables, de renflouer ces grandes banques en cas de problème? On ne nous demande pas notre avis. Donc oui, moi je suis d'accord avec cette initiative, ça va dans le bon sens. Juste un point, une remarque, il faudrait veiller à ce qu'elle ne soit pas bloquée par une mesure du type, très bien, on va instaurer le RIC en France, mais il faudra que, par exemple, la moitié du Parlement soit d'accord. Attention, parce que si on va dans cette direction, ça ne fonctionnera pas. En Suisse, quand j'ai fait allusion à 100 000 citoyens, c'est 100 000 citoyens. On ne demande pas au Parlement d'avoir un pourcentage de blocage ou un niveau de base. Attention, ça c'est essentiel en France. Si c'est 500 000, si c'est 700 000 signatures, c'est point à la ligne. Il faut veiller à ce que le Parlement ou le Sénat ne soit pas en situation de bloquer ces initiatives. Essentiel. Donc ça va dans le bon sens. Je vous pose une autre question qui arrive juste derrière. Donc les auditeurs là, qui vous regardent ont bien compris donc, votre processus de suppression de la TVA. Donc tout ça est ancré viscéralement dans la politique, dans le système commercial, le système monétaire français. Comment les gilets jaunes aujourd'hui peuvent le revendiquer donc, dans une action concrète? Et comment est-ce qu'ils peuvent pousser, inciter à la mise en place de ça, autrement qu'en communiquant? Donc en quelques termes, comment est-ce qu'on pourrait aboutir à ce projet-là en France? En communiquant. Si le RIC passe, à ce moment-là, il faudrait que ce soit justement un des référendums. Donc si le RIC passe, du coup, on peut s'en servir pour abolir cette histoire de TVA. Ou bien dire, voilà, microtaxe. Voilà. Par exemple. Mais il faut communiquer, bien sûr. C'est simple, si vous voulez, encore une fois. Nous, on a envoyé notre projet, c'est une page et demie. Le code des impôts aux États-Unis, pour vous donner un exemple, tout le monde est bien assis, c'est 75 000 pages. 75 000 pages. Il y a un siècle, c'était 400 pages. Nous, on a envoyé une page et demie. Voilà. Tout le monde peut comprendre. Référendum, initiative populaire, ça veut dire que tout le monde doit comprendre. Est-ce que vous avez une page Facebook, Monsieur Chenet? Oui. Oui. Je confirme. Ok. Vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de Monsieur Chenet pour découvrir ses travaux. La presse suisse titrait récemment Marc Chenet, le meilleur ami des gilets jaunes français. Parce que bon, c'est le temps en l'occurrence.
En 2015, j'ai écrit un article sur la question de la microtaxe. Et puis je faisais allusion justement à un système en fin de course, dans une impasse. L'actualité malheureusement confirme cette analyse, donc bon, voilà, l'article a été lu, voilà. C'est pour ça que le temps a mentionné cela. En 2008, on aurait eu l'occasion, après la crise, de légiférer, ou en tout cas d'agir en direction de la finance. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Et pourquoi on est simplement venu avec un chèque au renfort des banques? J'en reviens au groupe de pression. Donc effectivement, ça aurait été le moment de dire, ok, alors maintenant, on va reprendre les choses en main. Certaines banques vont tomber en faillite, et on va les laisser tomber en faillite. Encore une fois, elles se drapent dans les habits du libéralisme, et bien elles vont tomber en faillite. Elles vont être nationalisées pendant peut-être quelques semaines, et puis elles vont être revendues. Et puis on va changer les règles. Des bonus déments alors qu'une entreprise est tombée en faillite, ou risque de tomber en faillite, comme ça a été le cas d'un certain nombre de directeurs de grandes banques avant 2000, et c'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui. Il faut changer les règles du jeu. Donc oui, on aurait eu la possibilité de le faire, on ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que des groupes de pression ont été à l'œuvre au niveau international pour vider de leur contenu un certain nombre de projets. Voilà. Et ces groupes sont toujours à l'œuvre. À Bruxelles, vous avez à peu près 1700 lobbyistes du secteur de la finance à l'œuvre. C'est scandaleux. Ouais. Merci, Monsieur Chenet. Alors, c'est un débat passionnant et passionné, bien sûr. Merci de vos éclairages, merci de vos idées et de vous être déplacés jusqu'à nous pour une diffusion à la fois online, puisqu'on est suivi en ligne par beaucoup de personnes. Donc, un très grand merci. Hélas, on est obligé de couper. Mais on a bien entendu également qu'on pouvait rester en contact avec vous. Et on espère que cette idée, effectivement, pourra également être portée en France, parce que chacun y verra un petit peu une attitude personnelle, mais en tout cas, il semble qu'elle soit effectivement éprise d'énormément de bon sens et de logique. Merci à vous. Un grand merci à vous, Monsieur Chenet. Merci.